Bonjour et bienvenue au podcast de Skin by Dr. Dan. Aujourd'hui, on a un invité spécial qu'on connaît depuis longtemps Oui. et qui est une bonne amie à nous. Fait que je vous la présente tout de suite. On a Patricia Dorval. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bonjour, Pat. Ça va très bien, oui. Oui, Pat, tu peux commencer par nous expliquer un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais comme profession, parce que tu es infirmière clinicienne depuis plusieurs années. Oui. Puis, tu as ouvert aussi une nouvelle page Instagram, Facebook, TikTok et compagnie pour faire la promotion du rôle d'infirmière et de la prévention, tout ça. Fait que je te laisse nous expliquer tout ça. J'ai commencé mon parcours professionnel, ça fait 13 ans que je suis infirmière. Fait que j'ai travaillé dans le milieu hospitalier principalement au début, dans les hôpitaux à Québec. J'ai travaillé à Saint-Sacrement, à l'hôpital de l'Enfant Jésus aussi. Puis j'ai fait mon bac en même temps, là, où est-ce que je suis devenue infirmière clinicienne. J'ai décidé de revenir ici en région avec mon conjoint parce qu'on voulait revenir à nos sources, donc ici au Saguenay. C'est là où est-ce que j'ai commencé à travailler à l'hôpital de Chicoutimi. J'ai travaillé sur le département de salle d'opération, fait que salle de réveil, chirurgie d'un jour. J'ai travaillé en cardiologie, j'ai travaillé aux soins intensifs. J'ai fait un petit bout de parcours dans les cégeps de Jonquière et Collège d'Allemand en enseignement, donc où est-ce que j'enseignais en soins infirmiers. Puis c'est après mes congés maternité que j'ai voulu retrouver un petit peu plus de stabilité parce que avec les enfants, la famille, les horaires atypiques de l'hôpital étaient un peu plus difficiles à s'arrimer là, avec la vie de famille. C'est là où est-ce que justement j'ai rencontré Dani puis j'ai commencé à travailler chez Global MD, donc au privé, en première ligne. C'était une première fois pour moi. Fait que ça va faire 5 ans en octobre maintenant là, que je travaille chez Global. Puis oui, c'est ça, nouvellement sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai décidé de faire le pas là, de transiter vers ce nouveau monde qui nous amène quand même une visibilité qui est différente. Je pense que de là, c'était justement d'apporter une portion de prévention de la santé, d'amener aussi du contenu scientifique un peu plus professionnel parce qu'on retrouve toutes sortes d'informations sur les réseaux. Je pense que d'apporter justement une vision un peu plus professionnelle permet d'avoir un peu plus de nuances là, dans le contenu qu'on peut trouver sur les réseaux. Puis, ça serait quoi pour toi le plus gros challenge de se lancer sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur? Le jugement. Pas le mien, j'espère. Oui, de tous. Bien, c'est sûr qu'on va toujours se demander qu'est-ce que les autres vont penser. Pour moi, principalement, oui, c'était les gens proches plus que les gens que je connais pas, parce que les gens que je connais pas peuvent avoir une perception. Ça va être leur première perception de moi. Fait que j'avais moins de contrôle là-dessus que sur les gens qui me connaissent puis qui puissent dire qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle fait, puis de juger le message aussi. J'essaie d'être consciencieuse du message que je veux dire, mais c'est sûr qu'il y a toujours des nuances. Puis l'autre défi, justement, c'est la durée du vidéo. Dans l'ère des réseaux sociaux actuellement, c'est du consommable très rapidement. Donc, c'est sûr qu'on va vouloir essayer de capter l'attention de l'auditoire. Capter l'attention de l'auditoire, c'est d'avoir un message qui est souvent percutant, tranchant. Mais en santé, c'est un peu le contraire de ce qu'on veut faire. On va être plutôt nuancé, expliqué, élaboré. Donc, là, réussir à faire ça dans des contenus de 1 minute, 2 minutes, c'est plutôt difficile, je dirais. Fait que c'est là où est-ce que des fois, on va avoir un peu moins accès à la viralité là, qu'un vidéo humoristique ou d'une vidéo d'une personne qui va vouloir vendre quelque chose avec une promesse. Fait que ça, pour moi, c'est quand même difficile, mais j'apprends, on dirait, à naviguer un peu là-dedans. Puis je me dis, s'il y a 500 personnes qui écoutent mon vidéo jusqu'à la fin, même si c'est pas des vues qui sont extraordinaires, ben pour moi, être devant 500 personnes, ça arrive jamais. Ben, Ça veut dire que ça a quand même une certaine portée en tant que message. Donc, si on voit 500 personnes dans un auditorium, on est comme, my God, il y a du monde. Mais quand on le voit dans des vues ou des likes, on se dit, j'ai juste 500. Mais d'essayer d'imaginer le nombre de personnes, ça te fait voir. Même 500, c'est beaucoup. Là. Ça pourrait être juste 50. Puis juste d'avoir 50 personnes dans la même pièce pour passer ton message, c'est déjà difficile en présentiel. Mais je me souviens quand j'enseignais les premiers cours que j'ai donnés, je me souviens de tous les yeux qui étaient braqués vers moi. Puis dans une salle, il y a environ 25 à 30 étudiants. Puis ce moment-là où est-ce que tout le monde était silencieux à me regarder, fait que là, je me disais, OK, là, c'est moi qui écoute. Là, il y a moins le sentiment de... Je contrôle pas à quel moment les gens m'écoutent, puis l'attention qu'ils me donnent, vu que là, il y a l'écran qui transmet, qui nous sépare, je veux dire. Mais oui, il y a quand même toujours le nombre de vues. Pour moi, ça se rattache toujours à un nombre de yeux puis d'oreilles qui est attentif à un message que je dis.
Fait que pour moi, ça a une certaine responsabilité aussi, là, le message que je vais vouloir transmettre aux autres, parce que c'est ça, les gens peuvent utiliser ces informations-là, puis ça peut avoir une portée dans leur vie. Puis ça a beaucoup d'impact aussi, tu sais, vu que là, c'est vraiment ton rôle d'infirmière, tu as l'ordre professionnel aussi qu'il faut que tu respectes dans tout ça, puis toute la vérité, il faut que ce soit vrai, qu'est-ce que tu dis, puis tu as un impact par rapport à ta profession. Fait que ça, comment tu gages ça? Parce que oui, il faut que tu sois à jour dans ce que tu nommes, puis tout ça. Fait que comment tu navigues au travers ça avec la pression de ta profession aussi dans les réseaux sociaux? Je vais surtout utiliser des... pour l'instant, c'est encore nouveau. Je suis sur les réseaux depuis mars. Fait que j'utilise des contenus présentement dans lesquels je suis à l'aise, que j'ai été exposée de façon régulière dans mon travail. Fait que pour moi, ça, déjà, en partant, c'est quelque chose de plus facile à vulgariser parce que là, au moins, je connais le sujet à lequel je vais parler. Puis j'ai la chance aussi de me réécouter. Fait que c'est sûr que si je vois que je tombe dans une direction qui peut laisser interprétation ou qui n'est pas assez nuancée ou que je devrais réajuster, je vais simplement recommencer la vidéo ou ne pas le publier. Ça m'arrive de tourner des vidéos puis finalement me dire non, ça, j'aime pas la qualité. Puis c'est sûr que je vais vérifier les sources aussi, je vais relire sur les sujets, surtout quand je ne suis pas certaine. Mais encore là, on est dans du contenu tellement court que je ne rentre pas en profondeur avec des détails super spécifiques. Fait que, ce que je dis, ça reste vrai, mais je veux dire, j'ai pas besoin de refaire une grosse lecture scientifique là, des dernières données. Il y en a qui vont y aller plus dans ce type de vidéo-là, puis ça, je trouve ça intéressant, mais j'essaie d'y aller avec quelque chose de vulgarisé pour que monsieur et madame tout le monde puisse bien comprendre puis assimiler l'information que je vais avoir à dire. C'est un peu pour ça, Dani, que tu te lances dans les podcasts aussi, là, pour être capable d'avoir le temps de discuter, parce que là, tu as essayé les capsules et tout ça, fait que c'est difficile de condenser du contenu explicatif. Oui, effectivement. Dans le fond, on ne se cachera pas que Pat, on travaille ensemble depuis... ça va faire 5 ans cette année. Fait que c'est sûr que la source même de pourquoi on se lance mutuellement sur les réseaux de façon simultanée, évidemment, on s'est influencé l'un l'autre. Et je pense qu'on s'entraîne l'un l'autre là-dedans en même temps dans tout ça. Mais moi, pourquoi je vais sur les réseaux, principalement, c'est parce que, oui, on a un impact au quotidien avec nos patients puis avec nos clients qui viennent nous voir au privé. Mais évidemment, c'est beaucoup plus individualisé et tout ça. Mais je pense que si on veut avoir un impact plus grand, plus énorme, il faut élargir notre auditoire. Puis aujourd'hui, en 2026, ça fonctionne sur les réseaux sociaux. Puis en même temps, je suis quand même un grand consommateur de réseaux sociaux le soir, mais on voit beaucoup de choses passer qu'on dit toujours ça, c'est pas tant vrai. Puis c'est vrai, mais il y a des nuances à apporter, mais il n'y a personne, on ne voit pas le contre-pouvoir de ces influenceurs-là. Donc, c'est un peu cette motivation-là qui m'a amené, je ne peux pas parler pour toi, mais qui m'a amené à me lancer sur les réseaux. C'est vraiment en dehors de ma zone de confort, mais tout s'apprend dans la vie, fait qu'il faut commencer Il y a un début à tout. Exact. Je pense qu'on le voit un peu aussi en bureau avec les patients, que des fois, ils vont arriver avec des informations, peu importe la source où est-ce qu'ils l'ont pris, mais ils nous demandent tel produit, ou tel médicament, ou tel traitement, qu'est-ce que tu en penses? Fait que déjà, les gens veulent aller valider vers le côté médical, à savoir si l'information qu'ils sont allés chercher est vraie. Fait que ça a encore plus de portée, justement, d'être présent sur les réseaux de façon accessible. Fait que les gens peuvent cibler certains contenus puis se dire « Ah, ben oui, OK, c'est vrai, j'avais une question là-dessus. » Puis là, cette personne-là, ce professionnel de la santé-là prend le temps d'expliquer, vulgariser. Ça me permet de me faire une idée puis finalement de ne pas être obligé d'aller chez le médecin pour valider l'information spécifiquement. Exact. Puis on voit souvent en médecine privée, évidemment, on a beaucoup de clients qui n'ont pas de médecin de famille, mais il y en a qui ont des médecins de famille, qui ont de la difficulté à voir. Puis on sait comment que le réseau fonctionne, fait qu'ils viennent nous voir, puis souvent, on prend pas un deuxième avis, mais juste pour confirmer leur croyance ou avoir une autre opinion là, sur leur dossier. Puis généralement, 99% du temps, on est d'accord avec le médecin de famille, puis on prend le temps de leur expliquer, puis là, ou une vision différente de leur problématique. Puis juste ça fait « Ah, ben là, je comprends mieux, puis parfait. » Puis ils s'en vont, on fait rien de plus, puis ils s'en vont super satisfaits. Puis une autre chose qu'on remarque, c'est en tout cas, dans mes consultations, évidemment, dépendamment de la raison, mais on revient souvent avec la même histoire, avec les mêmes informations. Je parle comme professionnel, qu'on enseigne les mêmes informations aux gens. Puis qu'on se répète beaucoup, puis les gens, ils l'apprennent pour quelque chose que pour nous, c'est simple, mais les patients, eux autres, ils n'avaient jamais entendu ça parler de leur vie. Fait que de ramener ça de l'avant dans les réseaux, mais comme je reviens à ce que je disais tantôt, c'est d'avoir un plus grand auditoire avec l'information que pour nous, on trouve
fondamentale, mais qui n'est pas nécessairement connue dans la population. On est tellement rendu multitâche en 2026, là, on fait le ménage, on a un podcast dans l'oreille, puis on fait à souper en même temps, puis tout ça. Fait que, tu sais, là, on voulait créer un podcast pour justement donner la bonne information puis répondre aux questions des gens, mais vraiment dans des vidéos plus longues pour avoir le temps d'aller plus en profondeur puis d'avoir des professionnels aussi qui répondent à ces questions-là et pas juste des gens qui ont le goût de parler du sujet, qui ont des vraies informations. Fait qu'on va se lancer là-dedans. Pat, infirmière. Fait que un des grands rôles des infirmières, c'est vraiment la prévention. Oui. Fait qu'on a Dani, médecin en esthétique. On veut comprendre, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir dans la santé en général, qui aurait un impact aussi sur l'esthétique, parce que c'est pas vrai qu'il y a juste des traitements en médecine esthétique pour améliorer la peau, améliorer l'aspect du visage, tout ça. Fait qu'on aimerait ça mieux comprendre. Ben, je dis on, là, mais moi, j'aimerais ça mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien en tant que maman, en tant que coureur, athlète, tout ça. Fait que si je commence, disons, avec le soleil, parce que là, on a eu vent. Il y a des gens qui l'ont sûrement écouté, le documentaire La face cachée du soleil. Moi, je l'ai écouté, puis j'ai été bouche bée du début à la fin. Là. Les images sont très percutantes, puis je trouve que c'est important aussi de montrer ces images-là parce que c'est ça la réalité, là, au bout de la ligne. Si on fait juste parler de cancer de la peau, recul de v'là 10 ans, moi, le cancer de la peau, j'avais un peu cette vision-là de ben c'est une petite tache, puis on va l'enlever, puis merci, bonsoir, c'est fini. Fait que même moi, en tant que professionnelle aussi, ça me parlait beaucoup. Je me disais, crime, on est au courant, mais là, ça fesse de voir ça. Fait que c'est quoi le soleil? Pourquoi ça fait ça? Pourquoi là, maintenant, ça apparaît en 2026 qu'on a de la prévention par rapport à ça? Je vais faire un détour pour répondre à ta question parce que quand on travaillait à l'hôpital, justement, on était plus exposé à des patients qui sont dans un état aigu de leur maladie. Fait qu'on est beaucoup plus dans le curatif, fait qu'on va moins appliquer le côté de la prévention. En commençant à travailler en première ligne, c'est là où est-ce que je réalisais un petit peu plus l'impact de la prévention parce que les gens qui viennent nous voir commencent à avoir des petits bobos, des petites plaintes, des petits symptômes. Je dis petits là, sans vouloir minimiser, mais en nommant des points, en fait, là, c'est ça, des symptômes, mais qui n'étaient pas nécessairement encore une maladie qui était installée. Fait que, moi, je me suis re-questionnée sur mes propres habitudes de vie parce que là, je conseille aux patients de commencer à faire de l'activité physique, à bien manger, de prendre soin d'eux, mais est-ce que moi, je le fais personnellement? Je vois aussi l'impact du vieillissement en rencontrant des personnes âgées. À l'hôpital, on a un peu l'œil un peu teinté parce que les gens sont toutes alités en étant malades. Fait que, la mobilité, on ne voit pas leur mobilité ou leur état de santé de façon générale, mais encore là, en première ligne, on voit un petit peu plus leur tonus, la façon de s'asseoir, la façon de bouger dans la clinique, dans le bureau, les douleurs aussi qui ressortent. Fait que de là est venu un peu plus m'impacter, en fait, là, sur le concept de la prévention de la santé, puis de vouloir appliquer, puis de vouloir aussi le vulgariser puis le partager aux gens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ou pour ralentir certains aspects du vieillissement? T'sais, vieillir en santé, c'est quand même quelque chose qui peut se faire parce que, on le voit aussi, là, justement, de nos yeux. T'sais, pourquoi qu'une personne de 60 ans, une certaine personne avec certaines habitudes va ressembler à ça, va avoir ce profil-là, cette capacité-là, cette mobilité-là, versus une autre personne qui va être atteinte de plusieurs maladies. Il y a une question génétique, là, on ne réglera pas tout avec des bonnes habitudes de vie, mais on peut améliorer beaucoup de choses ou atténuer beaucoup de choses. Puis est-ce que c'est quand on a une problématique qu'il faut commencer à intervenir ou commencer à amorcer des changements? Il y en a que ça va être leur état d'éveil, mais est-ce qu'il y en a qu'on peut aller chercher un peu plus tôt puis déjà commencer à conscientiser pour éviter justement ou pour encore là repousser un petit peu plus la maladie? Je pense que c'est un concept qu'on met un petit peu moins de l'avant, qui est un peu moins séduisant aussi pour les patients parce que faut mettre de l'effort sur les changements des habitudes de vie. Fait que si on revient à la peau, le soleil, ben là, c'est ça. On parle de prévention en voulant appliquer de la crème solaire, en voulant éviter le cancer de la peau. Puis ça a été mis de l'avant, puis ça a été bien mis justement pour qu'on puisse en voir l'impact justement avec le cancer de la peau, avec ce reportage-là. Mais c'est ça, il y a quand même beaucoup de choses qui accompagnent en fait là, les habitudes de vie qui peuvent impacter au niveau de la peau. OK. Là, tu parles de crème solaire. J'ai 1001 questions par rapport à ça.
je vais y aller avec la première. Y a-tu des crèmes solaires moins bonnes que d'autres? Parce que l'autre fois, j'étais allée au Costco, puis là, il y a les crèmes solaires qui sont en spécial direct en rentrant. Fait que là, j'étais avec mon bébé, fait que je prends crème solaire pour enfants, puis crème solaire régulière. Tu sais, ils sont en spécial, fait que je prends ceux-là. Puis ça n'a pas pris 2 secondes qu'il y a un monsieur qui m'a arrêté pour me dire « Madame, j'ai vu mon dermatologue la semaine passée, j'avais une petite tache sur la joue. » Elle me l'a retirée, puis elle me conseillé telle crème, mais je me souviens pas du nom. Fait que là, j'attends, tu sais, puis il me dit « Ben, elle est blanche, puis elle a une grosse écriture orange, écrit 50. » Et là, moi, je me souviens du reportage de la face cachée du soleil, puis tout ça, puis des recherches que j'ai faites un peu pour essayer de me sensibiliser à ça. Fait que là, je me dis, c'est incroyable comment, malgré que je sais que les crèmes solaires qui sont sur les étagères sont sécuritaires, il a quand même semé un doute dans ma tête de, ben là, je vais-tu acheter ces crèmes-là pour mon enfant? Fait que, y en a-tu des crèmes solaires qui seraient meilleures, qui vont mieux protéger la peau du vieillissement aussi, puis contre les cancers de la peau, puis tout ça? Ben moi, je vais oser répondre que non, il n'y a pas de mauvaise crème solaire. Rendu là, je pense que c'est une question premièrement de FPS, de texture, d'odeur, puis en fait, le fini de la crème. Là. Fait que je sais pas si tu peux valider l'information que je nomme pour être sûr que je dis pas n'importe quoi. Je vais te corriger. Je me gêne pas d'habitude. Fait que c'est ça, il n'y a pas de mauvaise crème solaire. Ce qui est important, on va vouloir privilégier un FPS qui est en haut de 30, idéalement 50. Puis après ça, on va y aller sur la fréquence d'application de la crème solaire. Fait que c'est sûr que si on a une exposition au soleil, on est dehors toute la journée, on va vouloir le faire en appliquer aux 2 heures, avec une bonne quantité aussi. Fait que, on va dire une cuillère à soupe, une cuillère à thé, je pense, à peu près, là, par zone. Là. Fait que, par bras, par visage, par jambe. 100 ml par... Puis, tout dépendamment de la dense, de la crème, il va en avoir des plus liquides, des plus épaisses, en aérosol. Fait que, c'est sûr que là, d'évaluer, OK, j'en ai-tu mis assez? Rapidement, on va le voir sur l'état du bronzage à la fin de la journée. Mm-hmm. On a tous déjà appliqué de la crème en oubliant certaines zones, puis une trace de main là, qui va marquer un petit peu plus. Le tour des bretelles. Fait que, moi, j'aime ça faire le parallèle un peu avec les enfants. Les enfants, on les prend dans la maison, ils sont en bedaine, on les graisse, puis on se gêne pas, on se dit, OK, il faut vraiment pas qu'ils brûlent. Le nourrisson, on l'expose pas au soleil. Les jeunes enfants qui vont passer la journée au soleil, on leur met des maillots à manches longues, les chapeaux. Puis il arrive un moment où est-ce que nous, on dirait qu'on délaisse un peu cette importance-là de vouloir se protéger du soleil, mais qui est tout autant importante. Fait que je pense qu'il faut se ramener un peu à ce qu'on fait avec nos enfants, puis de privilégier beaucoup plus la protection avec la crème solaire, avec les habillements, les chapeaux, puis les zones d'ombre aussi. Puis la fameuse crème solaire qu'on devrait appliquer à tous les jours, 365 jours par année. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire justement parce qu'au début, en travaillant chez Global MD, on travaillait avec la clinique Avenue Médecine Esthétique. Puis, je n'étais pas nécessairement intéressée à vouloir... On parlait tantôt de quand est-ce qu'on commence les traitements puis tout ça. Puis là, je me disais, moi, qu'est-ce que je peux faire déjà pour commencer à prévenir le vieillissement de ma peau? J'ai commencé à m'intéresser un peu plus. Puis là, j'ai vu que le conseil ultime qu'on peut voir de ça, c'est d'appliquer de la crème solaire à tous les jours, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai intégré dans ma routine, d'avoir une crème. Puis là, encore là, si on parle de type de crème, il y en a qui vont être mieux adaptés pour appliquer avec le maquillage, pour que ça puisse être confortable aussi. Ça nous tente-tu de sentir le coconut quand il fait moins 30 ça, cette odeur-là. Fait que tu me feras pas mettre la crème au coconut, oublie ça. Puis si on prend, dans le fond, sur ta page, un de tes grands intérêts, c'est l'activité physique, évidemment, pas juste sur ta page, mais dans ta vie personnelle. Oui. Puis as-tu des trucs particuliers sur, justement, comment toi, tu gères cette exposition-là au soleil, dans le sport et avec tes enfants qui sont aussi, évidemment, par défaut... Sportifs, par imitation ou par osmose, disons ça de même. C'est sûr que, on se cachera pas que si on fait de l'activité physique à l'extérieur, il y a possibilité qu'on ait de la sueur. Moi, je transpire énormément du visage. Fait que c'est sûr que je vais utiliser quand même de la crème solaire, mais je vais en utiliser une qui va peut-être moins piquer au niveau des yeux. Je vais mettre une casquette aussi. La casquette retient la sueur au niveau de la tête. Fait que ça va quand même éviter d'avoir de la sueur dans les yeux. Même chose, des lunettes aussi. Fait que, si déjà j'ai des protections autres autour du visage qui me permettent d'éviter d'avoir à mettre 2 fois plus de crème ou d'en remettre, déjà là, ça va aider. Puis évidemment, je vais utiliser certains vêtements dans certaines journées. Je vais essayer de moins découvrir les épaules. Le chandail, c'est sûr qu'on essaie des fois de mettre des camisoles, des tops qui vont moins nous couvrir, mais
il y a quand même avantage d'avoir un chandail qui couvre l'épaule au complet si je sais que je vais courir ou faire du vélo pendant 2 heures. Fait que c'est sûr que d'utiliser les vêtements à notre avantage, parce que je ne traînerai pas mon pot de crème solaire, bien honnêtement, dans mes vêtements de course là, pour dire que je vais m'en réappliquer. Le soleil qui tape direct sur l'épaule aussi. Fait que si ta petite camisole tout mince, c'est tes épaules qui mangent la claque pas mal. Puis avec la durée de l'activité, même que la crème solaire, la sueur, je veux dire, va éliminer aussi la crème solaire dans un sens. C'est un peu le même principe que de se baigner. Fait que c'est pour ça que les vêtements vont quand même être utiles pour protéger la peau davantage, justement. Puis le vêtement, il absorbe aussi une quantité de sueur, fait que ça devient même plus confortable plutôt que d'avoir la sueur qui coule. Fait que, ça peut être un truc. C'est de trouver... Moi, j'aime bien trouver des trucs qui me permettent de jumeler autant là, le côté préventif que le côté agréable de faire le type d'activité. Fait que c'est de trouver des alternatives qui nous permettent d'être protégés. Il y en a qui vont, dans les journées, mettons que tu vas courir en plein après-midi, tu peux utiliser les sentiers qui vont avoir beaucoup plus d'ombrage justement avec les arbres. C'est déjà moins chaud en plus. Puis 2, tu vas être un petit peu plus protégé du soleil. Puis on ne se cachera pas que d'aller courir en plein après-midi sur l'asphalte au gros soleil tapant, c'est quand même déjà... Oui, il y a le soleil, mais il y a aussi l'impact de la chaleur sur le corps et la performance. C'est pour ça que la plupart des courses, d'habitude, vont partir très tôt le matin, justement, pour éviter d'être trop exposé à la chaleur. Mais ça fait partie de notre environnement, fait qu'il faut trouver des façons de se protéger pour éviter d'avoir, justement, des coups de soleil et des impacts reliés à l'exposition. Oui, puis tu parlais de sueur. Une chose qui est importante aussi, c'est de la sélecter. Dans le fond, dans la crème solaire que tu vas prendre, il faut prendre une crème solaire qui est résistante à l'eau. En lien, pas nécessairement dans le quotidien, mais durant le sport, là, pas juste quand tu vas dans l'eau nécessairement, mais juste à cause de la sueur, parce que ça diminue énormément la longévité de ta crème solaire. Fait que si tu sues beaucoup, il faut que tu en rajoutes plus tôt que les 2 heures que tu mentionnais tantôt. Puis tu parlais de linge aussi, là, mais idéalement, c'est les manches longues. Je te voyais faire des manches courtes. Les manches courtes, mais idéalement, c'est des manches longues aussi là, qui vont favoriser. Évidemment, dans les vêtements, il y a une qualité aussi par rapport à la protection UV. Fait que c'est de choisir des vêtements qui sont avec des UV, protection UV élevée aussi. Des FPS, là, on voit ça ces maillots, sur les maillots d'enfants. Oui. Puis même, on va penser que d'aller courir après le travail à 4 heures, on est comme passé l'heure typique du bronzage, là, où est-ce que les rayons... Le soleil est moins fort. C'est ça, le soleil est moins fort, les rayons, là, on est comme dans la courbe descendante, justement, de l'intensité du soleil, mais c'est faux. On peut encore attraper des coups de soleil à 4 heures le soir. Le meilleur exemple que je voyais, c'est ma mère qui allait courir, puis elle avait sa délimitation, justement, de vêtements de course, parce qu'elle ne se fait pas bronzer d'habitude avec ses vêtements de course. Mais là, avec les vêtements de course, elle attrapait des démarcations, puis elle allait toujours courir après le travail. Fait que ça veut dire que, oui, il y a un bronzage, mais on pense instinctivement que j'aurais pas besoin de me crémer à cette heure-là, je n'attraperai pas de coups de soleil. Non, mais oui et non, mais il y a quand même exposition pareil au soleil, puis la peau va quand même pouvoir soit brunir ou même rougir. Va réagir, oui. Fait que c'est important de se protéger. Tu l'as mentionné, c'est sûr que c'est moins pire à 16 heures, mais le gros pic UV, c'est plus entre 10 heures et 14 heures, dépendamment de 16 heures aussi, où tu es sur le niveau de la Terre, là, mais... fait que c'est vraiment les moments à éviter de sortir faire du sport à l'extérieur, surtout l'entraînement, c'est entre 10h et 14h. Ouais. Fait que s'il faut y aller, si c'est la seule période que tu as, mais là, c'est la protection UV. Dans les pauses, de favoriser d'aller à l'ombre et de se protéger du soleil pendant les pauses de sport. Puis même comme professionnel, puis je pense qu'il y a des études qui démontrent là, que conscientiser les coachs là, par rapport au sport d'équipe, de soccer et tout ça, si on va avoir un impact réel, oui, comme parent, mais aussi, il ne faut pas oublier que les coachs ont aussi un impact sur la qualité de la protection solaire pour les enfants qui sont souvent, comme mon garçon a commencé le soccer, puis il joue 1h30 de soccer de temps, mais il ne se protège pas, ils sont dans le champ dehors, pas dans le champ, c'est pas le champ, mais dans le terrain de soccer. Fait que il ne faut pas oublier non plus que même les coachs doivent être sensibilisés par rapport au coup de soleil, on va l'avoir, et au coup de chaleur aussi. Exactement. Tu parlais de l'asphalte tantôt, la chaleur. Puis on parle des sports, mais on parle dans un contexte sportif, mais il y a un contexte de travail aussi. Il y a des gens qui travaillent à l'extérieur. C'est les mêmes conseils qu'on est en train de nommer actuellement. Puis c'est drôle parce que moi, j'étais sauveteur. Puis l'impact du soleil, je l'ai réalisé quand j'ai travaillé dans une clinique d'esthétique.
mais j'ai quand même été exposée des années avant au soleil, puis j'avais notion qu'il faut mettre de la crème solaire, mais je me souviens que dans mon adolescence, j'avais quand même beaucoup plus d'intérêt vers le bronzage que de mettre ma crème. Fait que pour moi, c'était avantageux de travailler à l'extérieur parce que je pouvais justement profiter des rayons du soleil. Être payé pour bronzer, dans le fond. Exactement. C'est ça fait que, il y avait quand même cet avantage-là de pouvoir être au soleil, justement, dans les heures typiques de bronzage. Puis j'ai pas souvenir qu'on était... oui, on devait être conscientisé d'une certaine façon. On portait les lunettes pour polariser, pour éviter les rayons du soleil dans nos yeux, casquette, tout ça. Mais oui, mettez de la crème, mais est-ce qu'il nous disait c'est pour prévenir vraiment le cancer de la peau? Fait que oui, je pense qu'il y a quand même plusieurs environnements qui peuvent être conscientisés puis aider justement la population de façon générale à utiliser la crème solaire et les protections. Parce que juste à la garderie, il y en a un gros pot de crème pour crémer tout le monde. Mais si tu vas au soccer, il n'y en a pas. Fait que t'en parlais tantôt, nos bébés, nos jeunes enfants sont protégés. On est conscient de ça, mais dès que ça vieillit, on dirait que ça tombe en mode, il va bronzer, puis c'est pas plus pire que ça. Fait qu'il y a encore beaucoup pas d'enseignement, mais de prévention à faire là-dessus sur faut continuer ces habitudes-là, puis qu'il y ait beaucoup... C'est le fun que tu en parles, les coachs, tout ce qui est sportif extérieur, les travailleurs aussi, là, parce qu'il y en existe de la crème solaire en bâton qui peut être peut-être plus facile à appliquer, parce que, moi, je sais que mettre un gros spray de crème solaire dans la face, c'est moins mon style, mais faut trouver la bonne crème solaire parce que c'est elle qu'on va appliquer puis c'est elle qui va nous protéger. Je dis souvent, je vais être tanné de l'entendre, mais la meilleure crème solaire en fait, pour répondre à la question, mais la meilleure crème solaire, c'est celle que tu portes, là, peu importe. Si tu n'en mets pas, avant de commencer à dire lequel qui est la meilleure, prends-en une puis prends l'habitude. Prends l'habitude de le porter puis de la mettre à tous les jours. Puis déjà là, tu as un plus-value. Là, s'il y a une crème qui est 1% meilleure que les autres. Les crèmes au Québec sont tous... c'est tout fait en laboratoire, c'est testé, contrôlé. Fait que le standard, quand tu mets un chiffre dessus, ils sont obligés de le prouver de plusieurs façons, que c'est la protection qui est si elle est sur les tablettes, c'est parce que tout le monde peut l'utiliser. Exact. Puis ça prend une protection solaire qui est UVA et UVB, là, à large spectre pour couvrir les deux, parce qu'il y a deux types de rayons UV là, qui peuvent affecter de façon différente la peau, là, tant au niveau les UVA qui sont plus sur les teints et le stress oxydatif là, sur la coloration de la peau, mais aussi l'UVB qui, lui, est plus cancer en tant que tel, là, spécifiquement. Puis les crèmes en esthétique, il y en a qui ont du FPS dedans. Oui. Fait que ça serait quoi les ingrédients de plus qu'il pourrait y avoir pour... Oui, on protège du soleil, mais en même temps, c'est-tu une crème de jour qui va hydrater? Y a-t-il moyen d'avoir d'autres spécificités dans la crème solaire pour venir compléter? Si, mettons, là, tantôt on parlait de maquillage qui a du FPS dedans. En esthétique, comment on peut mélanger tout ça pour venir protéger notre peau? Bien, il n'y a pas aucune autre crème avec du FPS dedans qui équivaut à une crème solaire. Fait que même si tu en as dans ton fond de teint ou dans ta crème, ça ne sera jamais aussi performant qu'une crème qui est dédiée à une protection solaire. Donc, moi, moi, je suggère pas de mélanger ou de prendre à cause une du fond de crème. teint ou à cause que le FPS n'est pas aussi élevé qu'une crème solaire? C'est plus sur l'optimisation de l'étendre. Parce que la quantité. Tu ne mettras jamais c'est assez sûr, de tu ne mettras pas 3 pouces de fond de teint pour aller chercher ton niveau de FPS. Peut-être, là, mais pas dans mais dans l'objectif, mon je pense que moi, je prône beaucoup. Puis avant, en esthétique, on avait... En tout cas, quand on rentre dans les technologies, il y a des technologies qui sont plus polyvalentes. Mais quand tu es polyvalent, tu n'es jamais excellent dans aucun domaine spécifiquement. Fait que moi, je répète spécifique souvent, là, mais je vais me le faire dire par Jean. mais c'est ça. Fait que, blague à part, fait que moi, j'aime mieux... Surtout avec la protection solaire, sachant que ce que le soleil fait sur le vieillissement, le photovieillissement de la peau et sur l'apparition des cancers, mais personnellement, s'il y a une crème à ne pas justement dire je vais acheter celle-là parce qu'elle fait les deux, c'est la crème solaire. Fait que, d'acheter juste une crème de crème solaire, puis c'est la seule crème. Si tu as une crème à avoir, c'est la crème solaire. Fait que là, dans ton skincare, mettons, ça serait quoi ta routine? Faut que tu mettes la crème solaire en premier. Après ça, tu mettrais du fond de teint. Laver le visage le matin avant de mettre la crème solaire. Comment? C'est de se laver le visage. La première étape du skincare, c'est de se laver le visage. Oui, c'est sûr. Ensuite, mettre la crème solaire.
Puis après ça, tu te maquilles, puis là, tu te recrèmes le visage aux 2 heures. Mettons que tu travailles dehors ou tu es à la plage, puis tu es d'un festival d'été, l'été, puis il fait 30 degrés. Oui. Ben, si pour toi, c'est impossible, là, il y a plusieurs volets à la question, mais si pour toi, c'est impossible de te crémer dans la journée, mais là, c'est là qu'on vient avec des protections plus barrières, des chapeaux avec des bords longs, des chandails à manches longues pour protéger vraiment plus au niveau barrière du soleil. Puis là, on parlait de beach club et compagnie, mais tout ce qui est... Il faut se rappeler que l'eau et la neige aussi reflètent le soleil. Fait que même si tu te protèges par en haut, mais sache que si tu es sur l'eau ou proche de l'eau, tu vas avoir des rayons qui vont arriver de l'eau et de la neige aussi. Fait que ça sera probablement pas suffisant. Parfait. Puis, mais c'est un défi, là, se crémer aux 2 heures quand on est... Ben vraiment. C'est pas facile. Puis même si on le sait, mettons que la montre elle sonne, on a bien d'autres affaires à faire avant de se dire, je vais aller me remettre de la crème solaire d'en face. Puis, fait que ça, c'est un défi en soi. On va se saucer, on va comme vouloir aller rafraîchir la peau avant de vouloir réappliquer de la crème, bien souvent. Oui. Fait que, c'est ça, on va souvent... Ou, je pars tantôt, finalement, je rentre bientôt. Il y a 1000 raisons. Remettre. Ouais, c'est ça. On va tous trouver des petits détours pour éviter d'en remettre et d'en remettre. Tu parlais que quand tu étais avec Avenue Médecine Esthétique, là, tu parlais de prévention, puis tu étais un peu plus conscientisé à ta peau puis tout ça. Avant que la peau vieillisse, je sais pas, la peau vieillit tout le temps, là, mais avant qu'on voit les résultats du vieillissement, qu'est-ce qu'on peut faire? Mettons, j'ai pas le goût de mettre beaucoup d'argent dans les traitements d'esthétique. Parce qu'effectivement, tantôt, tu parlais à l'hôpital que les gens arrivaient puis ils étaient déjà avec des maladies coronariennes qui n'étaient pas trop tard, dans le sens que... Mais la maladie était déjà présente. Moi, ce que je vois beaucoup en médecine esthétique maintenant, c'est des personnes 50 ans, 40 ans et plus qui viennent nous voir avec « là, j'ai des taches, là, je trouve que ma peau a vieilli ». Mais c'est là qu'on a le goût d'agir, mais c'est ça. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire avant que les taches me sortent du visage ou que, ben là, je trouve que ma peau a perdu de la texture. Ça va venir éventuellement, mais il y a de la prévention à faire là-dessus. Sauf que quand tu as 20 ans, on ne sait pas trop. Les conseils que souvent, moi, je vais leur dire, mais puis je le dis même, oui, en médecine esthétique, mais aussi en médecine privée. C'est l'activité physique qu'on parle un peu depuis tantôt pour la protection solaire, mais il y a tout ce qui est la gestion du sommeil, la gestion du stress, l'alimentation. Fait que c'est toutes des choses que, oui, en médecine esthétique, on touche, mais que tu vas aussi promouvoir sur tes réseaux. Fait que comment tu abordes ça avec eux, sur les réseaux, tu as l'intention. Là, on parle beaucoup de sport, mais j'imagine qu'il y a un plan plus large. Oui, c'est d'aborder tous les volets de la prévention. Fait que, c'est le tabagisme. Puis, moi, je vais continuer, mais mettons, la peau, c'est un organe. Fait que l'idée, c'est de bien l'entretenir, justement, pour bien vieillir. Puis, ce qui est intéressant avec la peau, c'est qu'on la voit. On ne voit pas notre foie, on ne voit pas notre pancréas. Fait qu'on est moins conscient des impacts qui sont reliés. Mais si on manque de sommeil, ben un des aspects visibles qu'on va avoir, ça va être une peau qui est plus tendue, des cernes qui vont apparaître, une peau creusée. Si on perd du tonus au niveau de nos muscles, ben on peut le voir aussi au niveau de notre visage, les joues qui peuvent creuser. Fait que, il y a déjà des bons signes avant-coureurs qui peuvent nous donner justement des indices là, que notre peau vieillit. Fait que déjà, c'est d'être un peu plus conscient, mettons, de notre reflet, puis de voir, sur nos photos aussi, on va comparer. Fait que, déjà, à 30 ans, on commence à remarquer, ma peau a moins d'élasticité, tout ça. Fait que, les changements, finalement, de nos habitudes de vie vont se refléter directement sur notre peau. Fait que je trouve que le parallèle avec l'esthétisme est très intéressant, justement, parce que là, on a vraiment un aspect pour l'évaluer. Puis sinon, au niveau des autres aspects de la prévention, on parle du tabagisme. Ben, le tabagisme, il va donner une coloration à la peau, justement. La fumée la fumée directe va donner un aspect. Les rides aussi qui vont apparaître davantage. Fait que, il y a plusieurs aspects de la prévention, des habitudes de vie qui vont nous donner des impacts au niveau de nos organes, au niveau de notre santé, mais qui vont aussi apparaître au niveau de notre peau. La nutrition. Si on a une alimentation qui est plus riche en gras, plus riche en aliments transformés, on peut avoir de l'acné, ça va avoir une peau qui est beaucoup plus inflammatoire. Fait que toutes les problématiques aussi au niveau de l'eczéma ou d'autres problématiques de peau qui vont davantage exacerber, justement, si on a une alimentation qui est moins saine. Fait que il
tout plein de parallèles, en fait, avec la peau puis avec le vieillissement qui vont transposer avec, justement, les habitudes de vie. Mm-hmm. Moi, j'aurais une question aussi, parce que là, on parle beaucoup de les coups de soleil. Bien, dans le fond, Dani, tu pourrais peut-être nous expliquer c'est quoi un coup de soleil, pourquoi c'est dangereux pour la peau, puis pourquoi on met autant de crème solaire pour éviter un coup de soleil. Ça impacte comment notre peau au travers tout le vieillissement? La crème solaire, c'est pas juste pour éviter les coups de soleil nécessairement, parce qu'un coup de soleil, c'est une brûlure, c'est vraiment une brûlure de premier degré de la peau qui peut, si tu t'endors au soleil au beach club, mais tu sais, je te pointe, mais ça prend pas. Une fan. Ouais, c'est une grande fan de beach club. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, là, quelqu'un qui a des rougeurs au soleil, c'est une brûlure de premier degré, puis ça peut aller même jusqu'à une brûlure de. Il y a des gens qui cloquent, là, qui plument la peau au niveau avec des flictènes et tout ça. Qui l'on tombe dans des brûlures de deuxième degré. Fait que c'est vraiment important de se protéger, mais c'est pas juste les coups de soleil parce que, comme j'expliquais tantôt, puis là, il y a plein d'autres affaires, mais notamment au niveau de la peau, le soleil ou les rayons UV qui vont frapper la peau vont aller endommager directement l'ADN, principalement avec les UVB, vont aller changer l'ADN de la cellule, qui éventuellement, à force de le faire, si elle se réplète avec cette anomalie ou cette mutation UV-là, elle peut finalement finir par faire un cancer de peau. Ça, c'est avec les UVB, mais il y a aussi les UVA qui vont aller, eux, rentrer plus profond au niveau du derme de la peau, qui vont aller, eux, changer les cellules, les activités cellulaires, surtout les taches, là, les kératinocytes, mélanocytes et tout ça, qui vont aller donner des taches solaires au niveau de la peau ou des kératoses ou plein d'autres affaires, mais ils vont aussi générer beaucoup d'inflammation dans le tissu cutané, puis qui, eux, peuvent engendrer éventuellement des cancers de la peau. Fait que les UVA et les UVB font une activité qui va être synergique pour favoriser l'apparition de cancers de peau. Puis là, il y a différents types de cancers de peau. Il y a les mélanomes et les non-mélanocytaires, on va parler plus de carcinome basocellulaire, qui est le plus fréquent. Là, 80% des cancers de peau, c'est des carcinomes basocellulaires, qui ont un excellent taux de survie, mais ça reste que c'est un cancer aussi. Puis à partir du moment que tu en as eu un, là, les taux de récidive locale ou d'avoir d'autres cancers basocellulaires cutanés vont augmenter. Les carcinomes basocellulaires augmentent avec le temps. Donc, puis après ça, il y a différents types. Là. Il y a les spinocellulaires, c'est les trois grands plus fréquents. Là. Il y a le carcinome basocellulaire, le spinocellulaire, puis ensuite c'est le mélanome qui, lui, on le connaît là, assez bien, qui est redouté, qui a beaucoup de métastases et de décès, là, de 10 à 20% de décès avec le mélanome. Donc, c'est pour ça que c'est important d'éviter les coups de soleil, puis d'éviter aussi l'exposition prolongée au soleil. Parce qu'on s'entend qu'il y a une mode sur être bronzé, puis beaucoup dans les années 90, puis nos parents, puis tout ça, puis c'est encore présent aujourd'hui. Je suis un peu plus vieux que vous, mais dans notre temps, quand on allait, quand on arrivait à secondaire 5 pour le bal de finissant, là, c'était la mode, c'est que les jeunes allaient dans les centres de bronzage, puis allaient dans les rayons, allaient se faire bombarder de rayons UV pour bronzer. Bien, même avant d'aller dans le sud, j'ai souvenir, ma soeur, elle me disait, je vais aller me faire un fond pour aller me faire cramer dans le sud. Il n'y a aucun sens de faire ça. Puis aujourd'hui, on entend ça. On le savait déjà dans le temps, mais aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Mais je suis certain qu'il y en a qui pensent encore que c'est des bonnes pratiques à faire, là, d'aller donner quelques minutes de bronzage pour que la peau puisse mieux tolérer justement le soleil dans le sud. Oui, exact. Mais c'est ça. Est-ce que le spray tan peut être une alternative à vouloir aller colorer sa peau sans avoir les dommages des rayons du soleil? Parce que est encore là la mode là, la ligne là, de bronzage. Oui, c'est ça, des maillots de bain, la petite ligne de t'es toute bronzée ailleurs sauf ton maillot de bain. Fait que ça va être dur de contrer cette mode-là, mais il faut quand même sensibiliser les gens puis essayer de trouver des alternatives. Fait que le spray tan, c'est-tu... Le spray tan, là, on pourra débattre longtemps, mais c'est sécuritaire pour les cancers de peau. Le spray tan, il faut voir ça comme plus un colorant cutané. C'est un produit là, qu'on va asperger en spray là, au niveau de la peau qui, lui, va faire une réaction chimique avec une des substances de peau qui va se colorer un peu comme le... des fois, on achète de la viande là, au supermarché, puis il vient comme brunâtre un peu. C'est le même genre de réaction chimique qui se fait. OK. Il n'y a pas d'atteinte au niveau de l'ADN de la cellule. Là où, tantôt, j'avais comme une petite bémol sur le danger, c'est plus l'aspiration de cette poudre-là au niveau pulmonaire, là, qu'on ne sait pas trop si c'est sécuritaire ou non. Mais au niveau cutané, le spray tan est
un des meilleurs choix que tu peux faire pour avoir une coloration cutanée. Mais là, c'est plus si, mettons, ça serait un spray en aérosol, mais mettons un autobronzant plus en... Puisque je pense qu'il y en a en crème, mettons, fait que ça serait peut-être C'est vraiment une réaction chimique de coloration de la peau. C'est pas une réaction cellulaire que la peau qui va elle-même se générer une pigmentation pour se protéger. Ça, tu brises pas ta peau à mettre la couleur. C'est pas... tu vas pas bleacher ta peau, là. Tu brises pas ta peau en... Non. Tu fais juste rajouter une couleur qui va s'estomper avec le temps. Fait que... Et on peut vulgariser ça en disant une teinture de peau. Une teinture de peau. Ah, c'est bon. Intéressant. Puis au niveau des traitements, parce que, tu sais, on parlait du vieillissement de la peau, mais il y a aussi, j'imagine, pas j'imagine, je le sais, mais pour qu'on puisse en parler, mais justement, les apparitions, tu sais, des fois, on va dire, ça, c'est un bobo, ça, c'est un petit cancer, tu sais, on va comme des fois nommer ça au patient en disant, tu sais, surveille-le. Un début de cancer. C'est ça, un début où, tu sais, on va être plus en phase observation. Les types de lésions qu'on va rencontrer, qu'on va vouloir faire surveiller aux patients, ça serait quoi spécifiquement? Ben, généralement, ça va être il y a deux choses. Là. Fait qu'il y a les lésions pigmentaires, vraiment les taches là, qu'on va trouver, que ce soit un mélanome, que ce soit un névus, là, un point de beauté qu'on appelle, ou vraiment un genre de lésion ou un bobo qui ne guérit pas ou qui guérit puis qui revient de façon récurrente, toujours à la même place, de la même façon. Il y a une croûte, ça tombe, ça guérit, puis là, il reste un petit fond rouge, puis maintenant, il retombe à galer, à sagnater. C'est vraiment ces types de lésions-là qui vont nous inquiéter un peu plus au niveau du cancer de peau. Puis dans les névus, là, il y a l'acronyme ABCDE qu'on connaît super bien, là, ou tout ça, qui est un point de beauté qui est difforme, qui est différent des autres, ou qui progresse rapidement, ou qui est irrégulier au niveau du contour. Fait que ça, c'est vraiment... Là, moi, généralement, ce que je vais dire aux patients qui ont beaucoup de taches pigmentées au niveau du dos, généralement parce qu'ils ont de la misère à se voir, ou au visage, c'est de se prendre en photo une fois par année. Puis de les comparer une à côté de l'autre, puis de voir s'il y en a un qui est difforme ou qui change là, d'aspect, qui viennent à piquer, à gratter. C'est toutes des choses qui, pour moi, c'est une raison de soit aller, bien évidemment j'en fais, là, mais d'aller faire des biopsies ou de l'enlever complètement pour régler le problème. Puis, fait que si, mettons, je suis chez nous, puis je vois que j'ai un point de beauté qui est comme difforme un peu, puis qui me gratte, je consulte mon médecin de famille. Est-ce qu'une infirmière clinicienne pourrait faire cette évaluation-là? On peut évaluer l'évolution, on peut conseiller le patient, mais on ne pourra pas faire de diagnostic parce que ça reste quand même un diagnostic médical. Par contre, on est capable de visualiser si oui, il y a une certaine dangerosité ou une inquiétude à vouloir justement référer le patient directement vers le médecin. Si le médecin confirme le diagnostic, ensuite, on peut appliquer certains traitements. Par exemple, on peut faire de la cryothérapie. C'est un petit gaz froid qui va permettre de brûler la lésion. Ça va permettre de la faire guérir. Ça n'empêche pas qu'elle puisse quand même revenir. Fait que ça reste toujours de la surveillance. Fait que, le truc aussi, justement, de le prendre en photo. Fait que, déjà, le patient il est capable de voir si ça va évoluer avec le temps. Une lésion qui apparaît subitement puis qui évolue rapidement, on n'aime jamais ça. Puis surtout quand c'est un bobo qui ne guérit pas, justement. C'est pas obligé d'être toujours... Je parle de taches, là, mais ça peut être aussi des nodules, là, parce qu'il y a des types de cancers de peau, même les deux que je nommais tantôt, ça va donner comme des petites boules de chair qui n'ont pas nécessairement de coloration à l'intérieur, mais qui vont progresser tranquillement sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ça peut être des cancers aussi, là, plus sous forme nodulaire à ce moment-là. Donc, c'est pas obligé d'être des taches noires ou des taches qui ne guérissent pas. Ça peut être des nodules cutanés aussi. On le voit, là, c'est dans la peau, spécifiquement. Parfait. Puis on parle de prévention, traitement. Si on y va plus dans la médecine esthétique, qu'est-ce qu'on peut faire comme traitement? Comme, tu sais, oui, on a la prévention qu'on a parlé là, depuis un petit bout, mais y a-t-il des traitements plus spécifiques qu'on peut faire en prévention? Que ce soit des lasers, des faciales, des choses à la maison, des crèmes, qu'est-ce qu'on peut faire l'étape d'après si on veut investir un petit peu dans la prévention en esthétique? Pour les cancers de peau? Mais pour l'aspect, pour les cancers, on ne peut pas éviter ça. Les cancers de peau, protéger. On en parle depuis tantôt, mais en prévention de cancer de peau, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude qui est sortie là, récemment ou dans les dernières années sur un type de laser là, qui est plus... qui est un... moi, lui que j'ai chez nous, c'est un Ultra, là, qui est un 19-27. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a un laser de resurfaçage là, non ablatif là, qui peuvent prévenir les apparitions de lésions précancéreuses et de certains cancers.
évidemment, là, on ne parle pas de mélanome, mais on parle plus des cancers cutanés plus localisés. Là. Donc, il y a certaines études qui montrent que les gens qui en ont déjà eu un peuvent avoir ce genre de laser-là une fois par année, puis ça prévient la guérison. Ça prévient la guérison. Ça prévient l'apparition des lésions de type basocellulaire ou des kératoses actiniques, là, par exemple. Fait que tu pourrais faire le laser pour prévenir le cancer puis améliorer la texture de ta peau en même temps. Là, pour vraiment répondre à la question, ça prend le bon type le bon type de laser. C'est pas n'importe quel laser qui fait cette action-là de prévention. Mais ça prend aussi un professionnel qui est capable de l'utiliser. Là. Fait que généralement, là, ça prend le diagnostic. Là, fait que ça prend un médecin qui a telle affaire. Puis, fait que, nous, en médecine esthétique, dans la région, il y a plusieurs ici, mais généralement, ça va être des médecins qui font de la médecine esthétique qui vont pouvoir te conseiller là-dedans. Si on parle de vieillissement de la peau ou de prévenir le vieillissement de la peau, mais là, oui, la photoprotection est importante, mais aussi de garder ta peau vivante. Là. Fait que, on parlait tantôt des habitudes de vie que Patricia va nous élaborer dans les prochains mois sur ses réseaux, mais c'est tout ce qui est gestion de l'alimentation, gestion du stress, gestion d'avoir un sommeil adéquat. C'est toutes des choses qui vont aider à prévenir ou ralentir un vieillissement prématuré de la peau. Parce que c'est vrai qu'on pense beaucoup à moi, je prends soin de ma peau, de mon visage, fait que je vais dans une clinique d'esthétique pour faire des traitements, mais il y a tout l'aspect de prévention avant. La médecine esthétique s'en vient, puis pas juste la médecine, mais tout ce qui est médico-esthétique et esthétique s'en vient beaucoup plus. Avant, on était très curatif, traitement, puis on attendait que mais les gens attendaient qu'il y ait des problématiques de peau pour venir nous voir. Mais là, maintenant, plus ça va, plus avec toutes les nouvelles technologies en laser, aussi en injectable qui s'en viennent, on travaille plus en prévention maintenant. Fait que c'est pour ça qu'on voit que la clientèle s'élargit parce que là, au lieu d'avoir du 50 ans et plus, mais on commence à avoir des 40 ans et plus, 35 ans, 30 ans. Puis là, évidemment, selon l'âge, on va changer les modalités de traitement ou qu'on va faire. Là. Fait que ce soit en laser plus vasculaire, en laser de resurfaçage ablatif ou non ablatif. Micro-needling, il y en a plein, là, hydrofacial, puis tout ça. Mais moi, je pense que principalement, juste le fait de te préoccuper de ta santé de peau, peu importe ce que tu fais, tu vas avoir une meilleure peau en santé dans 10 ans. Puis je sais pas si c'est ce que vous voyez, je connais la réponse, là, mais fait que, en santé ou en prévention de la santé, les gens nous disent toujours nous demandent toujours c'est quoi le meilleur exercice qu'on peut faire. Mais en bout de ligne, c'est prends-en un thème, puis fais-le régulièrement pour le reste de ta vie. Puis déjà là, il n'y en a pas un qui va être meilleur que l'autre. Si tu dis, oui, le ski de fond, c'est très bon pour le VO2 max, mais tu en fais une fois par année, ça ne sert à rien, même si c'est tout ce que tu fais. C'est parce qu'on est d'une société de consommation ultra rapide. Fait que là, on veut, mettons, là, je reviens à la peau, on veut améliorer notre peau puis s'assurer qu'on fait ce qu'il faut pour qu'elle reste belle plus longtemps. Fait qu'on va sur les réseaux sociaux, puis on va accrocher sur la technique ou la crème qui marche le plus vite. Ouais. Ça ne veut pas dire que la personne, dans ton téléphone, ce qu'elle dit, c'est sécuritaire, puis c'est ça qu'il faut faire. Fait que vos rôles sur les réseaux, ça aide à aller travailler la désinformation pour mieux guider les gens aussi avec votre profession, puis ce que vous avez à dire par rapport à ça. C'est même... En tout cas, c'est même pas de la... Oui, il y a de la désinformation, mais des fois, c'est même pas de la désinformation, c'est juste qu'il y a trop d'informations sur les réseaux sociaux, puis les gens ils savent là, parce que, si on prend juste les produits d'esthétique, là, il y a l'acide tranexamique, il y a le rétinol, il y a le niacinamide, l'acide azélaïque, l'acide salicylique, là, c'est quoi je prends, puis c'est quoi, mais les gens... Puis là... On est perdu complètement. Fait que c'est toujours se ramener à la base. Commence par la base, qui est prendre soin de ta peau. Prends une crème, puis fais juste prendre l'habitude de mettre la crème. De mettre une crème. Tu parles d'une crème, la crème solaire. Mais... tu parles pas d'une crème avec tout ce que tu viens de nommer, là, dans le sens que il y en a des influenceuses qui vont te dire mets du rétinol à tous les jours, puis ça, puis que dans le fond, tu parles au médecin, puis il te dit il faut que tu y ailles graduel. C'est intense pour ta peau, du rétinol, puis tout ça. Fait puis je vais passer à POC, là, mais dans la reprise d'activité physique ou quelqu'un qui veut commencer l'activité physique, les conseils que tu donnes pour ça, c'est
sais, d'y aller graduellement, puis c'est de commencer par petits pas. Fait que tu vas utiliser une petite étape pour, après ça, augmenter. Le but, c'est de créer des routines, puis de tenir cette routine-là. L'adhésion au changement est quand même assez difficile parce que on est un humain, puis un humain programmé pour trouver de la facilité, puis trouver des raccourcis, puis que ça soit le plus simple possible. Fait que c'est sûr que si on ajoute une routine où on dit, OK, oui, là, à partir de maintenant, il faut que tu mettes de la crème solaire, mais tu n'en as jamais mis, l'attente, c'est on ne s'attend pas à ce que tu réussisses à en mettre à tous les jours tout de suite, sauf si tu as une motivation intrinsèque qui est très, très intense. Exemple, d'avoir peur du cancer. Fait que, là, on va aller toucher cette personne-là qui va dire, OK, oui, moi, c'est sûr, je la mets à tous les jours, puis là, je ne l'oublie pas. Mais tous les autres autour qui vont être un peu moins sensibles à le fait d'avoir un cancer. Fait que, si moi, je me dis, le cancer, c'est une affaire que je vais attraper juste si j'ai 70 ans, puis rendu là, c'est pas grave, je vais être un peu moins touchée par ce message-là. Fait que c'est pour ça d'exposer les conséquences, d'exposer que, oui, tu l'as, ces conséquences-là, tu vas les avoir peut-être plus autour de 60 ans, mais à cause de tes comportements à 20 ans, à 30 ans, ben là, ça a un petit peu plus d'impact. C'est d'aller toucher les gens de cette façon-là pour qu'ils comprennent tout de suite, déjà en bas âge, de changer certains comportements. C'est plus facile aussi quand tu as 20 ans, 30 ans, de changer les choses dans ta routine que quand tu les changes 20 ans plus tard. Parce que là, au moins, tu as du temps aussi d'instaurer justement ces changements-là. Puis une fois que tu as un changement qui est instauré, ben là, tu peux peut-être en ajouter un autre. Fait que, un autre de plus, un autre de plus. Puis ça devient soutenable dans le temps de faire ces changements-là. Fait que c'est pour ça que c'est d'y aller petit par petit, puis d'utiliser aussi des choses qui sont confortables dans ta routine. C'est tellement pertinent. Puis la prévention, c'est un des rôles majeurs des infirmières. Ouais. Puis les infirmières injectrices, c'est des infirmières. Fait que est-ce que ce rôle-là de prévention est abordé dans les cliniques d'esthétique? Oui, disons, je vais t'injecter pour raffermir ta peau, mais est-ce que tu fumes? Est-ce que tu vas au soleil? Est-ce que c'est-tu abordé, tous ces points-là? En médecine esthétique, quand les gens viennent nous voir, bien évidemment, ça dépend de plusieurs choses, à savoir si c'est abordé, mais on ne va pas nécessairement dans les volets de est-ce que tu fais de l'activité physique. En théorie, on devrait toujours à tous les patients parler de protection solaire parce qu'évidemment, c'est 80% des dommages ou du vieillissement prématuré d'un visage, à part l'aspect génétique, c'est le soleil ou le tabagisme qui va donner ça. Le tabac, on en voit de moins en moins, mais c'est encore une réalité qu'on voit dans nos cliniques d'esthétique. Fait que oui, ça doit être abordé, notamment en termes de... Premièrement, parce que si, par exemple, si on prend le soleil pour revenir ou le tabac, mais j'ai bien beau faire le meilleur traitement dans ta séance avec moi ou 2, 3, dépendamment de ce que tu as besoin. Si tu passes à l'année à Miami à te faire bronzer puis à être sur la plage de Miami ou peu importe, là, au Beach Club, en fait, ça sert pas à grand-chose finalement. Puis que ce soit en acné ou ailleurs, ou même si tu es un bon coach d'entraînement physique, si tu t'entraînes juste quand tu es avec le coach, puis rendu à la maison, tu manges mal, tu bouges pas, tu dors mal, tu consommes whatever, mais les résultats vont toujours être en conséquence de ce que tu fais quotidiennement pour entretenir ta peau ou ta santé physique et mentale. Déjà, la prévention est beaucoup plus abordée. On va plus voir de la prévention secondaire. Ça veut dire que déjà, les infirmières, par exemple, vont commencer à faire de la prévention quand il y a déjà une maladie d'instaurie. Fait que, mettons, on va parler plus d'activité physique quand on sait que le patient a déjà, exemple, de l'hypertension. Fait que c'est sûr que je pense pas qu'instinctivement, les infirmières en esthétique sont déjà touchées ou plus sensibilisées à vouloir parler de prévention, ce qui veut pas dire que c'est pas pertinent, au contraire, parce que, justement, comme on dit depuis tantôt, ça fait un sens, un tout. On a une certaine responsabilité professionnelle aussi, donc je pense pas qu'il faut éliminer un peu les connaissances qu'on a acquises ou l'aspect d'influence aussi qu'on a en tant que professionnel de la santé. Puis là, on a un contact avec un patient, ça veut dire qu'on a une certaine confiance aussi. Une opportunité. Une écoute aussi du patient qui va nous dire « Ah, parce que, tu sais, le patient il est là pour obtenir un service, obtenir un soin. » Bien, pour lui, c'est déjà une belle façon d'être à l'écoute de son professionnel puis de pouvoir encaisser plus d'informations à ce moment-là. Fait que je pense qu'il y a tout avantage aux professionnels qui font justement des soins esthétiques d'aller passer ces messages-là aux patients parce que justement, ils ont une belle porte d'entrée, une belle porte pour avoir un rôle d'influence sur tout plein de changements, tout plein d'habitudes de vie. Puis un de mes tuteurs que j'ai déjà eu dans mes premières années de médecine, quand on fait notre médecine dans les premières années, on a des capsules, pas des capsules, mais des
des formations sur comment changer les habitudes de vie ou comment aborder les habitudes de vie aux gens. Puis il disait, tu sais, à chaque fois que tu parles à quelqu'un d'arrêt tabagique ou de faire de l'activité physique, ben, et même s'il ne change pas maintenant, c'est qu'éventuellement, ça fait son chemin, tu sèmes une graine. Lui, il donnait l'analogie de, tu sais, les gens ont une muraille qui se protège, puis à toutes les fois que tu en parles, mais tu perces un trou dans cette mur-là qui éventuellement va finir par s'effondrer, puis là, tu vas avoir accès à changement d'habitude de vie. Puis là, le défi à nous, c'est d'être présent. Si on les écarte, il faut trouver le sweet spot entre pas être lourd, mais... Pas être lourd, j'irais plus le voir parce que je suis tanné qui me parle de mon poids, puis que perdre du poids. Puis ou mettre de la crème solaire dans mon visage. Qui viennent plus nous voir à cause de ça. Fait que là, faut le faire de façon intelligente et progressive, puis être disponible quand c'est le moment. Parce que, tu sais, pour la gestion du changement, là, c'est ce qui, tantôt t'en parlais, c'est ce qui est le plus difficile de convaincre les gens de bouger. Puis après ça, une fois qu'ils bougent, c'est cute, mais il faut qu'ils bougent pendant 15 ans. Fait que s'ils se brûlent dans 3 mois puis il est écœuré parce qu'il ne voit pas de résultat, ça ne marchera pas. Fait que là, puis en médecine esthétique, mais si tu veux des résultats immédiats, on est capable, mais tu vas être insatisfait parce que ce qu'on est capable de faire maintenant, dans 5 ans, il n'y a plus rien. Fait que c'est pour ça que c'est toujours d'en faire à petits pas, d'en faire à chaque jour, puis t'es mieux d'en faire moins maintenant, puis pendant 5 ans, que ta peau va te remercier dans 5 ans. C'est le même principe dans l'activité physique. Puis les gens qui... tu sais, il y en a qui font de l'activité physique intense puis qui ont une perte de gras, perte adipeuse assez rapide. Ça change une face. Ça, on en voit de plus en plus, là, ce qu'ils appellent les gens les Ozempic face, là, mais parce que c'est associé à l'Ozempic. Mais ces visages-là, on les voyait déjà avant, sauf qu'on maintenant, c'est beaucoup plus... qui ont les joues creuses. Les joues creuses, les os proéminents, c'est plus ça. Puis le visage qui descend, mais en médecine esthétique, maintenant, avec les biostimulants et les lasers, on est capable de faire des bonnes affaires pour prévenir ça. Mais encore une fois, surtout, je disais qu'on voyait ça avant parce que les gens qui changent bout pour bout de leur vie, mais ils perdent du poids rapidement. La chirurgie bariatrique faisait ça aussi. Fait que, c'est des choses qui existaient avant. C'est juste que là, maintenant, on en voit beaucoup plus à cause de l'avènement des GLP-1 puis des GIP et tout ça. Ou les fameux peptides, qu'on pourra éventuellement en reparler. Mais... on s'en reparle. Fait que c'est une réalité qu'on voyait avant. Mais maintenant, on a un arsenal pour les prévenir, mais si les gens nous arrivent après avoir perdu 100 livres, ben là, revenir en arrière, c'est toujours plus difficile. Fait que là, en théorie, il faudrait les accompagner là-dedans, dans la perte de poids et la gestion de l'image qu'ils projettent en perte de poids rapide. Fait que c'est ça. Si tu as eu une perte de poids intense, rapidement, il y a quelque chose à faire quand même pour rétablir un peu la structure de ton visage que tu avais avant, sans exagérer. Mais ça ne sera pas en commençant des habitudes de vie régulièrement que tu vas avoir un visage creux puis que là, tu pars pas... c'est parce que les gens... Faut pas faire peur avec ça, là. On en parlait tantôt avant de rentrer en ondes, mais l'affaire, c'est que les gens disent tout le temps les marathoniens, ils ont de l'air, ils ont le visage creux, mais les marathoniens, on en connaît un. Toi, ici, il n'y a pas un visage creux nécessairement. C'est ceux qui vont avoir des visages vraiment creux. C'est des marathoniens professionnels ou semi-professionnels. Mais le commun des mortels n'aura pas un visage creux, vieilli 100% parce qu'il fait du sport 150 minutes par semaine. S'il ne se protège pas du sol. On revient sur la conversation. Puis il y a l'aspect aussi de la perception du corps. Je ne sais pas si vous avez peut-être appuyé un peu ce que je vais dire, mais il y a souvent des moments où est-ce qu'on se dit je vais prendre un petit peu plus soin de moi, je vais mieux manger, je vais commencer à m'entraîner. Puis en tout cas, moi, personnellement, systématiquement, quand je vais faire ces actions-là ou que j'amorce un changement, ben je me sens mieux. Mais visuellement aussi, je trouve que j'ai meilleure mine. Je vais regarder d'autres aspects de mon corps aussi. Au lieu de regarder la peau qui descend, ben, je vais peut-être plus être fixée sur « Oh, OK, j'ai l'apparition de muscles. » Fait que déjà, t'as un glow naturel. Exactement. Tu te sens mieux, tu as les épaules plus dressées, tu t'en viens dans ton linge. C'est ça. Fait que l'aspect de la perception, justement, de l'apparence en est pour beaucoup aussi au-delà du traitement. Fait que il y a toujours les distorsions là, reliées à de quoi on a l'air, puis de quoi on pense avoir l'air, puis de quoi on a l'air vraiment. Fait que tout ça est super important aussi dans le concept de vouloir prendre soin de nous. Ben oui, la perception de soi fait partie de l'esthétique dans ma tête à moi. La valeur que tu as envers toi-même va être dégagée sur ton glow, mais
ta façon d'être, ta façon d'interagir avec les gens, de te trouver belle, de ce que tu dégages. Tu sais, quand on rencontre quelqu'un puis qu'on dit « cette personne-là, c'est un rayon de soleil », tu sais, ben c'est parce qu'elle aime... On sent qu'elle aime ce qu'elle est puis qu'elle est bien dans sa peau puis tout ça. Fait que oui, on parle beaucoup de physique, mais il y a une grosse partie psychologique puis intérieure... on peut en parler pendant longtemps de ça. Là. La médecine esthétique, c'est pas juste le botox, les agents de comblement puis gonfler les visages. Là. Ça part de la prévention, comme on disait tantôt. Le traitement de l'acné, pour moi, oui, c'est de la médecine, mais ça fait partie de l'esthétique. J'en ai vu une jeune fille ce matin qui venait pour de l'acné, puis elle disait, tu sais, j'étais gênée de sortir de chez nous, puis là, tu sais, j'ai bien beau dire accepte-toi puis accepte ton acné, mais tu sais, dans la vraie vie. Ça impacte sa vie partout, ouais. Fait que rendu là, on les aide. Fait que la personne qui aime pas son nez ou la personne qui trouve qu'il manque de joues, qui aime pas ses lèvres ou qui manque son menton, ses bajoux, mais il faut l'adresser aussi pour ce que tu dis. T'sais, oui, il y a la santé, puis oui, c'est juste de l'esthétique, mais ça reste qu'il y a un bien-être interne qui va t'impacter sur tout le reste de ta vie aussi, au travail, dans ta relation sociale. Parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur la médecine esthétique, puis ça, on fera un épisode là-dessus, mais effectivement, c'est pas juste ce que tu as l'air, mais ce que tu ressens en dedans de toi aussi avec ce que tu dégages, puis ton physique, puis tout ça. Fait que ça va être un bon sujet de prochaine capsule. Fait qu'on aurait terminé déjà. Wrap-up. Comment ça a été? Très bien été. Très bien été, Dani. Je me dégêne tranquillement. Oui. On est au Beach Club. J'ai déjà booké des billets. Je ne jamais aller au Beach Club. C'est fermé. Ça prend un thème. Non, c'est pas fermé. C'est pas fermé? Non. Mon Dieu, je suis bien vieille. On va inviter Olivier Prino. Oui, c'est ça. Pour avoir des accès VIP pour essayer. Pour aller mettre de la crème solaire au Beach Club. Aller ça parler de serait crème bon. solaire. Olivier Primo, il est allé dans une clinique d'esthétique, ceci étant dit. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais non. Il est allé. Je ne me souviens plus c'est laquelle. Je ne ferai pas de publicité à un compétiteur. Mais, non, mais il est allé faire une promotion, je pense, dans un salon d'esthétique dans son bout. Bon, ben un jour, on se fera notre Olivier Primo est invité. Petit autobus crème solaire au Beach Club. Ouais. Ben, comme justement dans les garderies, mettre un gros baril de crème avant de rentrer au Beach Club. Oui, c'est bon. Parfait. Fait que merci, Patricia. Merci vraiment. Bonne puis, chance. Si vous avez des questions, ben écrivez-nous, puis on va pouvoir les poser à Patricia. Puis vous pouvez la suivre là, sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Pas encore. Pas encore? Ben, éventuellement. Il va être sur YouTube. Éventuellement. Fait que, merci beaucoup, Patricia. Puis à une prochaine.